tous les trois. Merci d'être avec nous pour parler aussi de ce sujet éminent qui s'agit du retail média en pleine explosion. On est très content de vous avoir parce que vous êtes trois dirigeants, donc des personnes qui ont une vue très générale du sujet, très stratégique et aussi une vision un peu long terme de cette évolution. Alors peut-être que c'est l'alpha et l'oméga aussi de votre quotidien, le retail média. Ça fait 2-3 ans qu'on dit que le retail média est en explosion, en très forte croissance. La première question que j'ai envie de vous poser, on arrive début décembre 2024, les comptes sont presque clos. Alors sans tout nous dévoiler, est-ce que en cette fin d'année, il dévoile ses promesses, le retail média? Peut-être Amélie pour commencer. J'étais sûre que j'allais commencer. C'est sympa parce que face à Fnac, Darty, à Cdiscount, si tu veux, j'ai pas du tout la même taille, ni en termes d'audience, ni du coup en termes de revenus de retail média. Néanmoins, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet. Et oui, c'est une croissance positive. Ensuite, sans dévoiler après la discussion, entre le marché et finalement ce que vous rencontrez à l'interne, les mutations, les transformations que vous devez faire, est-ce que vous êtes totalement prêt à accueillir cette croissance? C'est pas toujours le cas. Donc on a une belle croissance, mais pas au niveau du marché. D'accord. Enrique, vous faites le même constat? C'est pas fini l'année. C'est vrai, c'est vrai. Et vous savez, pas tout le monde a fait ses objectifs de l'année. Un chiffre d'affaires, un sell-in, sell-out. Donc pour les marques, il est toujours disponible. Les équipes ils sont pas parties en vacances. Il n'y a pas les skis. On est sur une bonne rythme de croissance. Ça fait quelques temps. On a ouvert de plus en plus d'inventaires, d'opportunités, des formats. On viendra sur les sujets des magasins comme une vitrine, des événements. Donc je pense qu'on est obligé de proposer de plus en plus des choses. Et puis les marques, je pense qu'ils ont compris parce qu'ils commencent à mesurer de mieux en mieux l'efficience, l'efficacité des campagnes qu'ils mettent chez nous. Donc nous, on a fait les paris l'année dernière de les rendre publics, nos données, dans la publication de nos comptes annuels. Mais cette année, on fera pareil, on fera les maths, faut attendre à février. Thomas, pareil, vous comptez encore sur les 3 dernières semaines pour... Oui, effectivement, c'est encore un gros mois de décembre. En plus, ce décalage du Black Friday a quand même fait attendre un peu le démarrage des achats de Noël. Mais là, on est vraiment dans les grosses journées de l'année. Et puis, du coup, comme le dit Enrique, l'avantage du retail média pour les marques et pour nos vendeurs, parce que nous, c'est vrai qu'on a la particularité d'avoir 2 tiers de l'activité qui est fait avec des vendeurs qui sont très tournés justement sur les sujets de performance. En fait, c'est des leviers qui permettent au jour le jour d'accélérer les ventes. Et donc, en fait, c'est des points importants. Et on voit que nous, la croissance, elle est très forte. Pour donner des ordres de grandeur, notamment en produits sponsorisés, qui est pour moi le cœur, parce que c'est vraiment le modèle presque pur du retail média en termes de capacité à avoir la main pour les vendeurs et les fournisseurs, en volume, en autonomie, en recherche de performance, en revenus par page. On a la métrique de performance, on a fait x20 depuis début 2020. Donc en fait, entre début 2020 et ce qu'on a fait le jour du Black Friday, on a fait x20 en performance et en revenus générés par page sur les produits sponsors. Il y a évidemment une grosse partie de cette croissance qui s'est faite cette année, donc ça ne s'arrête pas. Et en fait, parce que ça répond à des enjeux d'autonomie, au fait d'avoir la main. Et aujourd'hui, moi, un fournisseur qui a du stock à sortir d'ici la fin de l'année, qui a besoin de faire son sell-out pour que du coup on fasse du sell-in, en fait, il a la main instantanément pour booster ses ventes. Et donc, c'est évidemment un levier extrêmement puissant dans la relation commerciale et dans la dynamique commerciale qu'on a avec nos marques et nos vendeurs. Alors on va y venir justement, mais juste déjà pour planter le décor, 2024, quels a été aussi les gros chantiers que vous avez fait chacun sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet de transformation continue, mais il y a aussi des gros jalons et les grandes transformations à faire. Quels ont été les gros chantiers donc, de cette année ? Côté chez Cdiscount, on en a eu 2 autour du retail média. Le premier, c'est qu'on enrichit ce qu'on permet de faire dans notre plateforme. C'est-à-dire qu'on est rentré par les produits sponsorisés. Je dirais que pour nous, c'était vraiment le modèle un peu idéal en termes de retail média, mais on a envie d'aller de plus en plus vers une logique de retail marketing. C'est-à-dire comment on permet à nos vendeurs, à nos fournisseurs d'avoir la main sur d'autres leviers marketing. Donc on a démarré les bons de réduction, on a démarré les avis clients. On aura la vidéo qui va arriver courant 2025. Et en fait, on vient couvrir à la fois vers la transformation, comment est-ce qu'on augmente le taux de conversion sur les produits, et puis comment on augmente la partie branding. Et donc en fait, on vient de plus en plus couvrir les différents leviers de marketing, toujours avec cette vision. Je permets de donner la main. Et ce qu'on expérimente avec la marketplace, c'est que plus vous donnez la main et que vous ouvrez votre plateforme à vos partenaires, plus ils investissent, parce qu'en fait, ils ont le temps d'avoir leur destin entre leurs mains. Ils ne sont pas soumis à des arbitrages internes, de marge, de stock, de relations avec d'autres fournisseurs. Ils décident.
ils ont la main. Et le deuxième, c'est que ça repose évidemment sur toute la partie technologique, parce qu'il faut avoir tout le moteur d'IA qui permet d'avoir la performance derrière. Et puis le deuxième, c'est qu'on a déployé pour la première fois notre plateforme en marque blanche chez Intermarché. Et donc voilà, pour le coup, on est au-dessus des objectifs qu'on s'était donnés avec eux, et on est convaincu que c'est aussi une façon d'accélérer le développement du retail média, parce qu'on est une plateforme qui a été pensée par un distributeur. Notamment, on a mis la pertinence, la qualité des réponses qu'on fait au cœur de la plateforme. C'est ce qui fait qu'on est capable d'avoir beaucoup plus d'inventaire. Enrique l'évoquait, hein, on ne peut ouvrir d'inventaire que si on est pertinent. Et donc ça, c'est vraiment notre singularité, c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui fait qu'on se déploie très bien, notamment chez notre premier client. Enrique, vous, les gros chantiers de cette année, ils se situaient plutôt sur quelle partie? Il y a encore beaucoup de projets. Structuration de la donnée pour être plus pertinent et avoir des reportings très fluides avec les marques. Et ça vient beaucoup avec toutes les stratégies de données du groupe, hein, avec toute la plateforme data pour les sujets d'IA, mais des reportings, et pour les retail médias, qui est un des plus grands consommateurs de données dans l'entreprise. On a intégré des formats vidéo dès l'année dernière, donc on a commencé à innover sur les formats qu'on propose aux marques pour rendre pas simplement plus attractif pour l'investissement, mais aussi avoir des leviers sur la transformation, parce que je pense que quand on est retailer, on a la chance d'avoir les deux objectifs. Parfois, on s'intéresse aux revenus, mais aussi à la transformation de nos produits, parce qu'on se trouve dans les deux tableaux. Et donc ça, c'est aussi une opportunité, et on se focalise sur des projets qui vont avoir un impact sur l'activité online et dans les magasins. Et puis, on a ouvert en 2024 pour la première fois des formats pour nos partenaires marketplace. On est beaucoup plus petit que Cdiscount, mais on a quand même un des plus vieilles marketplaces de la place. Et on avait fermé pour l'instant l'opportunité parce qu'on voulait contrôler toutes l'expérience et les parcours dans nos fiches produits pour nos ventes Tier 1. Et là, on a décidé de laisser quelques opportunités. Donc, c'est probablement des leviers qui vont se développer encore plus sur 2024-2025. Amélie, vous êtes dans les mêmes tendances sur les chantiers? Alors, en fait, l'an dernier, le groupe Galeries Lafayette avait annoncé qu'il rejoignait l'initiative Unlimitail. Du coup, on a changé de plateforme en début d'année. Donc, nous, on a, entre guillemets, subi une migration, mais qui est positive, puisque ça nous apporte beaucoup plus de revenus. Donc ça, c'est un chantier toujours hyper important. Je suis tout à fait d'accord sur le sponsor product, et probablement c'est là où il y a le plus, et de venir dans self-service finalement avec les vendeurs. Donc on n'a pas du tout la maturité de ces discounts ou de Fnac, mais c'est vraiment aussi la même stratégie. Néanmoins, la Redoute n'est pas une plateforme totalement comme ces discounts, et on a quand même à trouver le bon trade-off entre nos marques et nos vendeurs. Donc ça passe surtout par finalement des vendeurs, une curation en termes de marketplace, mais dès qu'ils sont sur la plateforme, moi je considère qu'ils doivent avoir leur place, et comme les marques internes. Donc ça fait débat, c'est des enjeux de culture, de mindset importants dans nos métiers. Et donc, et puis enfin, on a refait aussi l'UX de notre site, et c'est très important de trouver la bonne place, la place où justement on fait des revenus, et c'est un combat de tous les jours pour les équipes retail média. Donc je pense que moi j'illustre un niveau de maturité moindre, typiquement que c'est Discount, et probablement Fnac est entre les deux. Et on est en pleine transformation. Ce que je t'avais raconté, c'est en fait, faut pas confondre le trade marketing et le retail média. Je dis ça parce que dans la salle, je suis sûre que certains confondent encore. Justement, on dit souvent que le trade marketing, le retail média, c'est le trade marketing qui a évolué avec le digital. Alors pas vraiment. Le trade marketing, c'est une négociation parce qu'on achète en wholesale des produits, et finalement, c'est une forme de négociation. Donc voilà, à l'époque, très longtemps, j'ai géré ça à la Fnac, mais ça a bien changé depuis. Et donc voilà, pour mettre évidemment en scène les marques, mais c'est basé sur un montant d'achat. Et comme nous, on accélère la plateforme, hein, on est en migration et de plus en plus en modèle hybride avec les marques, c'est-à-dire soit on est en wholesale et en marketplace, soit en pure marketplace. Donc on va vers du retail média pur. Mais cette transformation, il faut la mener. Et du coup, dans vos chiffres, bah oui, il faut faire de la croissance, on en fait, mais souvent on a un impact en trade média puisqu'on change nos modèles économiques. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est que dans un changement, et on est à nouveau dans une transformation, hein, on veut accélérer la plateformisation, on veut accélérer la productivité de notre offre, et donc du coup, mais rester aussi un partenaire de choix pour ces marques. On pense vraiment que voilà, on est aussi un distributeur, et donc le retail média avec les changements de business model, tout ça est au milieu de tout, et donc il faut orchestrer ça en même temps. Enrique, vous êtes sur la même ligne avec cette vision du trade marketing, cette distinction entre le trade marketing et le retail média?
J'ai fait un choix il y a 7 ans d'intégrer les équipes sur un même groupe, donc les retail médias et les responsables aussi pour les trades. C'était un choix qui n'était pas évident, mais on l'a fait au moment de la fusion entre Fnac et Darty. Ce que j'ai voulu, c'est que pas trouver des conflits internes, pas trouver des dissonances entre les objectifs des uns et des autres, et mettre vraiment les objectifs de la conquête des clients, la transformation, en même temps que le marketing s'est développé avec... évidemment, il y a des équipes techniques, mais l'objectif est global et unique. Je pense qu'une des raisons qui nous ont permis de faire ça, c'est qu'historiquement, la Fnac, un peu moins Darty, mais la Fnac a été une marque pour laquelle les fabricants ont payé au-delà du volume parce que c'était quand même la vitrine principale pour ces produits, notamment pour l'innovation. Donc dans nos contrats, dans nos discussions, on a eu toujours ces réflexes d'investissement marketing au-delà des volumes. C'était payer pour être sur les vitrines, sur nos espaces, sur nos campagnes, sur nos animations. Donc il y avait déjà un peu ces réflexes, et même dans nos contrats. Donc les retail médias avec retailing, qui va faire 7 ans, pour nous s'insérer dans ces logiques. Aujourd'hui, on est très contents. Évidemment, il y a toujours des conflits entre ce qui produit, à l'achat, mais les conflits ils existent, on ne peut pas les ignorer, il faut les traiter au bon endroit. Je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle qui tourne plutôt bien pour nous. Thomas, vous êtes une plateforme, vous le disiez, 2 tiers de votre activité est faite par les vendeurs. Quelle différence justement de culture vous faites dans cette approche du retail média entre ces vendeurs et les fournisseurs, les marques ? On a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que nous, la présence de la marketplace et le développement de la marketplace a vraiment accéléré le développement de la dimension retail média, parce qu'en fait, on a chez nos vendeurs marketplace, alors évidemment, on a une grande variété de vendeurs, mais en moyenne, on a des acteurs qui ont une vision beaucoup plus tournée sur la performance, avec beaucoup plus de latitude d'action. Donc en fait, on est moins dans une logique de budget prénégocié ou d'allocation budgétaire donnée au directeur commercial et une donnée au directeur marketing. Voilà. Un vendeur, souvent, il va regarder quel business il fait et il va surtout regarder le ROI marginal du dernier euro qu'il investit. Et donc on a par exemple une partie importante de nos vendeurs, parmi les plus gros, où on est ce qu'on appelle en dépenses illimitées. C'est-à-dire qu'en fait, on leur dit, tant qu'on tient un rendement à temps sur le retail média, tu nous autorises à dépenser autant qu'on veut. Et non mais... C'est pratique. Bizarrement, ils dépensent évidemment plus. Et deuxièmement, ils font davantage de croissance. Et de l'autre côté, j'ai aucun fournisseur, on a réussi à mettre ça en place. Et donc évidemment, aujourd'hui, sur ces discounts, il y a 25% du volume d'affaires qui est fait grâce aux produits sponsorisés. Et j'ai 30% en moyenne de taux d'investissement en plus chez les vendeurs marketplace que chez les fournisseurs. Donc en fait, derrière la croissance de la marketplace qui va plus vite que le 1P, que notre offre en propre, évidemment, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être, je caricature un peu, mais en moyenne chez les fournisseurs dans le monde d'avant, en fait, ça leur fait perdre de la place. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des requêtes où les 4 premiers emplacements, c'est des produits sponsorisés. Parce qu'on arrive à être aussi pertinent en produits sponsorisés que notre moteur naturel. Et donc ça, c'est évidemment des éléments importants en termes de culture. Alors on travaille pour faire en sorte que passer ce message-là aux fournisseurs, pour les embarquer, pour leur montrer qu'il y a énormément de valeur à avoir, à être présent dans ces emplacements-là, parce que vous pouvez être présent sur les fiches produits de vos concurrents, vous pouvez être présent sur des mots-clés importants. Enfin, donc c'est vraiment un élément de conquête. Et puis le deuxièmement, c'est qu'évidemment, ça se fait avec une implication forte des équipes. Et donc aujourd'hui, les premiers quelque part personnes qui promeuvent le retail média, en fait, c'est les acheteurs et les gestionnaires de comptes marketplace. Et en fait, les équipes de ces discount advertising, notre régie, en fait, sont de plus en plus en soutien en termes d'argumentaire de vente. Et donc, en fait, parce que ça fait partie de la stratégie commerciale. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas de produits sponsorisés chez nous, et en fait, mécaniquement, vous vous privez de 25% de potentiel de business. Donc, ça fait partie du modèle économique à construire et donc, quelque part aussi, du modèle de rentabilité pour nos partenaires, de prendre en compte qu'il y a un vrai intérêt pour eux. Mais en même temps, ça leur donne la main. C'est-à-dire que quand ils sont contents de leur volume, qu'ils ont en gros pas de problème de stock, ils ont tout intérêt à investir un peu moins. Et quand ils ont un enjeu de sortir leurs produits rapidement ou qu'ils veulent accélérer leur volume, du coup, ils ont intérêt à investir plus. Donc, c'est aussi un curseur qu'ils ont à leur main, qui est un élément important dans l'autonomie de nos partenaires, qui est vraiment un axe stratégique important pour nous. Amélie, ce changement culturel que vous définissez aussi au quotidien, comment vous l'accompagnez? Comment vous arrivez à le créer en termes de management? Parce que vous m'avez dit quelque chose qui est intéressant quand on s'est eu au téléphone, c'est le retail média est aussi un outil de transformation. Comment vous voyez ça? Alors je l'impose.
De temps en temps, non. On peut toujours imposer les choses, mais on sait très bien que ça nous revient en boomerang et il faut que les équipes s'approprient le sujet. Donc, il y a plusieurs outils. Hein. Donc, le sponsor product, nous, on a besoin d'être beaucoup plus performants. Et quand j'entends Thomas, je vois le chemin qu'on a à faire, notamment avec l'IA et avec la pertinence, finalement, la pertinence de l'expérience. En fait, ce que je dis toujours aux équipes, c'est que oui, bien sûr, il faut qu'on aille chercher du revenu, mais au final, quelle est l'expérience que je propose à mes clients ? Et il ne faut pas qu'on oublie le client. C'est bien de faire à court terme des revenus, mais si à long terme, il y a de la pub partout, je ne retrouve pas mes produits, je suis tout le temps perturbée, c'est mal intégré, etc., pour moi, c'est catastrophique. Voilà, on repart sur le côté durer et durer dans sa relation. En revanche, je trouve que tu parlais de retail marketing tout à l'heure, donc il y a effectivement les outils de base, sponsor product, etc. Mais avec quelle marque je vais faire des dispositifs beaucoup plus puissants dans le site, en dehors du site, en influence, en social, en off-site, sur notre data. Et là, finalement, ça me donne aussi, quand c'est de très belles marques, ça bouge la modernité, ça me donne une image d'expertise sur une catégorie, etc. Donc, ce qu'on travaille avec les équipes et avec Maëlle en particulier, c'est finalement, il y a quasiment toutes les marques ont droit à tout le socle de base, et comment, avec certaines marques, un top 50, un top 60, on ouvre les vannes et on est capable de faire finalement de très beaux dispositifs pour que ça joue sur l'image de la Redoute, mais il faut que ce soit intéressant aussi pour le client. Voilà. Donc c'est pas juste la marque qui vient nous voir et nous dire je veux absolument être sur tes réseaux sociaux. Oui, non, mais ok, il y a le budget, mais est-ce que moi ça m'intéresse ? Évidemment, toutes les marques qui sont intéressantes, on y va. C'est ça le rôle principal d'un distributeur aussi, de ce qu'il peut apporter justement C'est plus de se dire, en fait, moi l'objectif c'est quoi ? C'est que la cliente, c'est des femmes surtout, se disent, alors qu'à côté c'est plus des hommes, se disent, comment dire, ils vont me dire non, maintenant ils ont beaucoup de femmes. Pardon, excusez-moi. Donc le sujet, le sujet c'est vraiment que finalement la cliente se dise pourquoi elle vient à la Redoute. C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que je vais trouver ? Quelle est la proposition de valeur ? Et le retail média, comme tout le reste, fait partie du core business. Donc il a un rôle dans cette mission. Voilà. Il a souvent été mis à côté au départ. Ah ouais, c'est un revenu, super, ça va direct dans les BDA, super, tout le monde y va et fonce comme des fous, super. Mais à un certain niveau de maturité, comme la marketplace, on a aussi une marketplace depuis 2012, quel est son rôle quand on est une marque comme la Redoute et qu'on n'est pas marketplace native ? Et elle a un rôle évidemment très important de contribution, de profitabilité, mais elle a aussi un rôle très clé dans cette proposition de valeur. Et donc c'est les questions qu'on doit se poser. C'est la question. Et donc pour revenir aux équipes, c'est pas être pour ou contre le retail média. Mais là il est pertinent et il est pertinent pour la proposition de valeur. Et en plus ça rapporte du revenu. Donc là où c'est pertinent, on y va à fond. Enrique, vous, en dehors de la rentabilité, en tant que distributeur, qu'est-ce que ça vous apporte, le retail média ? On se reconnaît beaucoup, ce qu'il vient de dire. Évidemment, sur les sujets d'expérience, Fnac.com, Darty.com, c'est à peu près 20% de notre activité, 23%. C'est probablement 95% des contacts clients aujourd'hui. Donc, si on dit qu'on veut construire une marque, moi, ça fait longtemps qu'on pense que les marques aujourd'hui se construisent surtout dans les digitales. Et qu'on a la chance d'avoir des dizaines de millions de visiteurs uniques sur nos plateformes tous les jours. Je pense que la vitrine, les e-commerce, il doit être une source de revenus, des transfos, mais aussi une vitrine de la marque. Donc c'est ça la limite, je suis d'accord avec toi. C'est, in fine, on n'a pas un seul objectif. C'est pour ça que l'intégration des équipes, ça permet d'avoir une espèce de cohérence. Donc si on a une stratégie sur un produit, sur une catégorie, sur l'innovation, il faut que tout suit, tu t'accompagnes. Et donc aux équipes d'aller chercher chez les marques et chez ces sponsors qui vont nous aider à rendre encore plus important la campagne qu'on fait ou l'activité qu'on fait. Par exemple, sur la durabilité, on fait... Ça serait, imaginez-vous qu'après les discours de la durabilité qu'on fait, une marque qui est la pire du baromètre dans nos groupes aujourd'hui, il prend tous les liens sponsorisés dans nos sites. Pour l'équipe qui fait les maths de la marge, peut-être il m'a dit, mais... Donc il faut un bon arbitrage, et donc l'arbitrage il vient de qu'est-ce qu'on veut proposer à nos clients.
globalement et comme le retail média. Après, évidemment, on sait que les marques ils sont des poches d'investissement qui sont prêts à investir pour accélérer la transformation sur nos sites. Mais la transformation de nos sites, elle est faite par une stratégie qui est dictée par la marque. Et c'est comme ça que les choses seront cohérentes aujourd'hui. C'est ce raisonnement qui doit être fait, puisqu'on est au forum de l'Alliance Digitale, on parle beaucoup des alliances, notamment même en ce moment dans l'actualité des alliances entre concurrents. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ce raisonnement qui doit être pris, même lors des alliances entre concurrents sur le retail média? Moi, les seules limites, c'est qu'on ne rentre pas dans un truc totalement complexe pour lequel, à la fin, on passe plus de temps à discuter de comment se mettre d'accord qu'à rendre des valeurs aux équipes. Donc c'est ça que j'ai dit à mes équipes, j'ai panique parce que l'âge, ça nous donne l'avantage de l'expérience. Et parfois, c'est trop excitant et très décevant. Donc il faut vraiment trouver les mariages. On ne peut pas se marier avec 5 à la fois, au moins en Europe. Donc il faut bien choisir tes partenaires. On a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, beaucoup de défis sur la transformation de plateformes, d'IT, des data. Quand on décide d'y aller vraiment avec quelqu'un, il faut qu'il soit pas l'opportunisme, mais c'est quelque chose qui est vraiment aligné dans les stratégies. Donc ça nous arrive, mais probablement on est aujourd'hui un peu sous la contention que sous l'euphorie. Amélie, vous, pareil, les partenariats Je ne dirais pas mieux. Pas plus non plus. Thomas, on va revenir sur la vision. Maintenant, on va profiter que vous soyez là pour avoir un peu la perspective à long terme, votre perspective à long terme du retail média. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez passer du retail média au retail marketing. Quel est un peu, quand on tire le fil, ce que vous voyez pour l'avenir ? Je pense que derrière cette vision-là, il y a deux éléments qui sont importants et qui est aussi propre à notre identité de plateforme, c'est qu'on considère vraiment qu'on a deux clients en face de nous. On a évidemment le consommateur et donc la qualité de ce qu'on lui présente et la qualité de l'expérience qu'on lui offre est absolument cardinale. C'est ce qui fait que, en fait, il est content de venir chez nous et qu'il revient. On a, comme je dis souvent aux équipes, on a quand même la plupart des clients qui viennent sur le site n'achètent pas le jour J. Donc là, l'enjeu, c'est déjà de les convaincre qu'il faut qu'ils reviennent la prochaine fois, parce qu'en fait, on peut gagner marginalement si on convainc 10% de plus de clients d'acheter tout de suite, mais on va surtout être beaucoup plus performant si on convainc 20 ou 30 clients de plus de revenir demain ou après-demain. Donc ça, c'est important et on a parfois eu tendance à avoir des visions très court terme, notamment sur le sujet retail média où on tartinait de la pub partout. Mais par exemple, nous, aujourd'hui, on a quasiment banni toutes les redirections externes. Quand je suis arrivé dans la boîte, mon premier sujet, quand j'arrivais à la strate, c'était monétisation. À l'époque, je pense qu'on devait avoir 90% des emplacements qui envoyaient vers l'externe. Aujourd'hui, tous les emplacements publicitaires renvoient vers le site. Et donc, en fait, vous gardez le client et vous êtes capable d'avoir... en fait, c'est un élément, effectivement, extrêmement créateur de valeur. Le deuxième client, c'est la marque, le vendeur, qui, lui, a un enjeu, a sa propre stratégie. Et nous, notre conviction, toujours avec un prisme de plateforme, c'est que plus on lui donne de leviers d'action, plus il va être engagé, plus il va investir, et à la fin, c'est une relation win-win, c'est qu'en fait, on lui donne la capacité à être performant. Et donc, il y a un enjeu, évidemment, en tant que plateforme, à assurer la cohérence entre les deux, parce que parfois, l'intérêt du consommateur n'est pas le même que l'intérêt du vendeur ou du fournisseur. Donc, c'est là, typiquement, l'exemple que tu donnais sur la durabilité. Il y a un moment, il faut aussi jouer son rôle d'arbitre et d'équilibre. Mais pour moi, c'est vraiment ça l'orientation. Et donc, quand on va vers une logique de retail marketing, c'est comment est-ce qu'on ouvre de plus en plus de leviers qui permettent de donner la main sur de plus en plus d'éléments. On le voit chez nous aujourd'hui. Il y a des vendeurs qui sont très intéressés par toute une partie de branding, de shop-in-shop qu'on leur fait, qui aimeraient pouvoir faire davantage de vidéos, etc. Parce qu'en fait, ils ont une stratégie de construction de marque. D'autres, au contraire, on est sur des vendeurs qui sont dans des logiques de grossistes, qui redistribuent d'autres marques, pour qui l'enjeu, ça va être davantage la performance, la transformation, et donc ils vont être hyper intéressés d'aller sur une logique plutôt conversion, bon de réduction, il faut que je convertisse au mieux, parce que j'ai un gain marginal à être très ciblé, très performant dans la promo ciblée. Et puis vous allez avoir des marques qui, elles, sont dans une logique de conquête. Quand Apple arrive à vous faire basculer dans son écosystème, ça a une valeur énorme pour eux. Et donc, être capable de leur dire, tu vas pouvoir aller chercher des clients qui sont des clients appétants Samsung ou des clients qui, jusqu'à présent, pour des questions de prix, n'achètent pas du Apple, en fait, c'est un élément extrêmement créateur de valeur pour la marque. Et donc, comment nous, au milieu, on a la chance d'avoir la data, on a la chance d'avoir la techno, d'avoir le savoir-faire, d'avoir aussi la savoir-faire tech et IA pour faire parler tout ça ensemble, et en fait, on arrive à proposer ces différents produits, ces différentes solutions, tout en gardant à la fin un élément clair, c'est qu'il faut que ça soit cohérent
avec notre proposition de valeur, avec notre identité. Nous, on a réactualisé notre identité de marque, vision consommateur. Évidemment, le retail média est un des leviers qui doit s'aligner avec cette vision-là, parce que c'est ce qui fait la cohérence, c'est ce qui fait à la fin la force de ces discounts. Amélie, comment vous placez-vous le off-site dans cette stratégie? Vous parliez tout à l'heure beaucoup de sponsor product, on peut multiplier les formats sur la plateforme, mais après? En fait, le sujet pour nous, c'est qu'à un moment donné, même au sein du site, parce que je n'ai pas un trafic aussi puissant, par exemple, que ces discounts, il y aura une limite à l'emplacement. Il y aura une limite au sponsor product, dans les pages listes, etc. Je sais mes carrefours d'audience. Et à un moment donné, je vais avoir un problème d'inventaire. Et donc du coup, on sait aussi qu'on a beaucoup de choses à faire à l'extérieur parce qu'on revient sur cette data et cette data, elle est très qualitative. Et donc du coup, comment je propose des dispositifs différents, mais qui ramènent toujours évidemment sur le site. Donc ça, c'est un axe. Et je pense qu'il y a un autre axe, c'est que tout le monde s'y met. Alors les très gros sont très avancés, matures. Beaucoup de sites s'y mettent. C'est un peu comme à l'époque des marketplaces. Et à un moment donné, on va se retrouver en concurrence les uns avec les autres. Et finalement, le client, la cliente, elle circule beaucoup. Donc cette data client, certes, elle a beaucoup de valeur, mais elle est chez beaucoup de retailers. Donc la question, ça sera, et là vous avez deux exemples de gens très advanced sur cette data, et donc voilà, c'est cette course aussi à l'exploitation fine, pertinente, granulaire de cette data. Mais du coup, ça va demander aussi aux équipes, enfin pour moi, de devenir vraiment une vraie agence. C'est-à-dire que quand je vais avoir une marque en face, qu'est-ce que je lui propose? Voilà. Et si on se dit, s'il y a une rebalance entre le retail média et, on va dire, des agences médias plus traditionnelles, c'est des choses qu'on lit, etc., où la dynamique de marché n'est pas la même, comment nous, en termes de compétences, on monte des vraies agences? Mais ça veut dire vraiment d'autres skills en termes de compétences aussi. Enrique, vous, parmi les trois, vous êtes le seul à avoir des magasins physiques. Dans ce... J'ai des magasins quand même. Hein. Je peux aller faire vos cours chez MPM pour Noël, je fais comme Enrique. Mais est-ce que vous voyez dans ce tout du retail média le magasin comme un média à part ou comme un média en plus? Nous, on vient du magasin, donc les magasins étaient toujours un média par définition, parce qu'on privilégiait des espaces de communication très fortes, et les marques, ils ont compris l'intérêt, les prestiges, et très présents dans les rayons de la Fnac, notamment, encore une fois, pour l'innovation. Donc on a toujours mis ça en valeur, le fait d'être implanté dans les meilleures zones commerciales, centres-villes, les centres commerciaux, ça nous amène un trafic qui est très important, très significatif. Donc l'exposition d'une marque qui met un produit dans nos vitrines, il est beaucoup plus important qu'un commerce, qu'un monde de trafic. Donc ça valorise aussi. Et on sait très bien que beaucoup des marques, ils réalisent une partie de son chiffre d'affaires ailleurs pour des clients qui ont été touchés à un moment donné dans sa visite à la Fnac. Donc ça a été toujours fait partie de nos réflexes des négociations de valorisation de nos inventaires magasins. Et puis on a décidé d'aller encore un peu plus loin et intégrer les deux, intégrer les magasins et le digital, pour pouvoir proposer aux marques une campagne, comme l'a dit Amélie, complète, sur une exposition qui va à la fois des grandes vitrines. Je pense qu'on a quelques photos là. On peut les passer normalement. Photos. Je ne sais pas si c'est ça. Passer une vidéo et une photo. Voilà. C'est la Fnac des Termes. Donc ça, c'est des vitrines qu'on a, depuis quelques temps, on a intégré plus de 1000 grands espaces. Évidemment, ça c'est les XXL qu'on appelle chez nous, mais il y a des vitrines dans tous les grands magasins. Et ça permet d'avoir une campagne en même temps sur les sites e-commerce, sur les CRM, sur tous les points de contact clients, mais aussi dans les grands magasins, soit en vitrine extérieure, soit dans les points de vente à l'intérieur, proche des produits. Donc ça donne aux marques l'opportunité de mieux expliquer parfois ces produits. Ça, c'était quelque chose qui est très frustrant pour les fabricants. C'est qu'un produit qui racontait plein de choses au point de vente, c'est un morceau de plastique et qui est très dur de mettre en valeur. Et même si on fait beaucoup d'efforts, on vend des dizaines de milliers de produits, donc on ne peut pas mettre un écran à chaque côté de chaque produit pour communiquer. Donc les marques qui sont très soucieuses d'expliquer son produit, c'est l'opportunité de les rendre accessible, et donc c'est des choses qu'on met de plus en plus en valeur pour les marques. Je ne sais pas si on a mis d'autres. Ouais. Donc d'autres exemples en magasin pour montrer le... Voilà, ça c'est sur les termes, sur les champs.
Thomas, rapidement, juste une dernière question. Vous avez parlé de l'IA tout à l'heure pour analyser la donnée. La grande tendance, c'est aussi l'IA générative pour la production de contenu. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez pour pouvoir offrir dans ce retail marketing global de la production de contenu pour les marques ? Alors aujourd'hui, c'est plus que des projets, hein, c'est des choses qu'on fait au quotidien. On utilise évidemment massivement l'IA. On utilise l'IA générative notamment sur tout ce qui est amélioration du contenu textuel. Donc c'est quelque chose où on a recatégorisé près de 30 millions de produits grâce à l'IA générative. On va avoir un travail d'enrichissement des contenus, d'amélioration des titres, et évidemment il y a des choses qu'on regarde sur tout ce qui est génération de visuels. On l'évoquait tout à l'heure, nous on a vraiment une diversité forte. On a 6000 vendeurs aujourd'hui qui font du retail média sur notre plateforme, et ça va du vendeur qui va nous faire des campagnes automatiques. En fait, on a des systèmes d'IA où on va générer automatiquement les campagnes. Donc en fait, il va mettre un budget et on va tout gérer, à des clients, en fait, des vendeurs et des marques qui vont faire des campagnes très complexes. On va faire effectivement un peu d'off-site, un peu de promo et tout. Et donc en fait, comment on rend davantage autonome, notamment les petits, pour avoir des formats. Aujourd'hui, on a les formats images, demain on aura la vidéo, et on voit bien que pour le coup, l'IA générative a un effet très intéressant sur ces de levier d'accélération. Merci beaucoup, la petite musique retentit. Merci beaucoup pour votre témoignage.